Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui. Les vrais enjeux. Les vraies questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je pense que c'est banal parce qu'on a confondu des affaires qui ne devraient être jamais confondues. Surtout, l'idée de se préoccuper de ce qui est fait et bien fait. Stéphane Bureau. Bonjour Stéphane. Salut Mario. Qu'est-ce qui est moins plate qu'un débat des candidats à la chefferie du Parti libéral du Canada? C'est ma question du jour pour toi. Je suppose que c'est une visite d'Emmanuel Macron à la Maison-Blanche. Le retour des bros, la grande amitié transatlantique entre Emmanuel Macron, qui s'est un peu invité à la Maison-Blanche, et Donald Trump, alors que la semaine dernière, on pariait tous sur le divorce entre le vieux continent et Washington. Ouais. Et là, c'est des embrassades. Ça avait l'air quand même un peu réel, là, une certaine amitié. En tout cas, puis, je suis tout à fait d'accord. Macron l'a repris, puis bon, Trump n'a pas été trop insulté, puis j'ai quand même trouvé que ça s'est bien passé pour les deux dans l'ensemble, là. La preuve que dans les relations politiques entre les États, on peut dire que les États, les pays n'ont pas d'amis, mais ont toujours des intérêts. C'est ce que M. Trump nous rappelle depuis un certain temps. Mais il arrive que les chefs d'État aient des amis et que ça puisse peser dans la balance. C'est comme ça qu'avait présenté Emmanuel Macron vendredi dernier quand il avait confirmé l'arrivée du président à Washington ou sa venue prochaine à Washington en disant « c'est un ami ». Dans la bouche du président, c'est certainement pas une mince affaire, et ça s'est concrétisé hier, on l'a vu par la chaleur des rapports, par le temps passé à la Maison-Blanche et par les aménagements que peut-être réussi, je dis bien peut-être réussi à obtenir Emmanuel Macron auprès de Donald Trump. Il y a des choses nouvelles qui se sont dégagées à l'issue de cette rencontre. Le président Trump, qui l'a répété plusieurs fois, du respect pour le personnage. Alors, tu me diras que c'est peut-être court comme diagnostic, mais qu'est-ce que rappelle Donald Trump systématiquement quand il parle de Macron? De la capacité qu'il a eue de fédérer les énergies pour reconstruire un bâtiment essentiel, Notre-Dame de Paris. C'est le promoteur immobilier qui se projette et dit « Emmanuel, on n'a pas suffisamment reconnu ton mérite. Un jour, l'histoire le fera. » Alors, ceux qui nous écoutent vont dire « c'est débile ». C'est pas débile dans la mesure où, pour Donald Trump, ce genre concret de choses pèse. Oui, et on arrive à un moment donné où les Européens veulent être de retour à la table, ont eu l'impression, et puis c'est pas juste une impression, se sont fait dire très clairement, si vous nous suivez pas, tant pis, on n'a pas besoin de vous. C'était le message de J.D. Vance, c'était le message du secrétaire de la Défense quand il est venu en Europe, et c'est le message répété de Donald Trump. Donc, des choses qui, hier, je pense, ont à la marge évolué, mais qui probablement vont s'incarner dans des résultats très concrets. La paix, qu'elle soit aux dépens de l'Ukraine, et je pense que de plus en plus les Ukrainiens se résignent pas à ça, mais devront se faire à l'idée, la paix qui se dessine à l'horizon. Les acteurs qui n'y croyaient pas il y a quelques semaines, quelques mois, en parlent, et je pense entre autres à Emmanuel Macron, qui, au sortir de la Maison-Blanche, dans un entretien à la Fox, disait dans quelques semaines, on pourrait, alors à défaut d'avoir une paix, le début d'un cessez-le-feu. Est-ce que, parce que c'est un peu ce qui semble ressortir de la journée d'hier, j'ai vu la vice-première ministre ukrainienne qui, elle, a parlé ouvertement, tu sais, ce qui apparaissait, le deal sur les minéraux critiques. Là, tout à coup, on se rend compte que même du côté ukrainien, cette entente-là est bien réelle. C'est pas juste Donald Trump qui arrive là et qui veut les ressources, mais qu'on pourrait échanger des ressources ukrainiennes contre une protection des Américains. En d'autres termes, si les Américains investissent puis profitent des ressources, ils voudront pas que les Russes débarquent dans leurs mines, là. C'était le backstop que demandaient les Anglais en particulier, c'est-à-dire on peut faire notre petit bout dans l'affaire, mais on a besoin de savoir, et les Ukrainiens aussi, de savoir donc que les États-Unis, s'il le faut, interviendront à nos côtés. On ne peut pas découpler en matière de dissuasion l'Europe des États-Unis. Alors, il y a des choses concrètes qui apparemment émergent à la suite de cet entretien. D'abord,
il y aurait une force européenne qui serait mise sur pied. Dans les faits, les Européens se sont résignés à y travailler sans en parler depuis quelques semaines, quelques mois, pour ne pas être pris de court. Alors, quand on était un peu ironique sur la possibilité d'une entente de paix, en même temps, il y avait des petites mains qui travaillaient à faire en sorte qu'ils ne soient pas démunis. Donald Trump a dit que les Russes seraient d'accord avec l'idée. Alors ça, c'est la parole de Donald Trump, parce que l'ours russe commande très peu. Toujours à bonne distance, M. Poutine, laisse les autres parler, attend de voir les cartes sur la table, mais c'est déterminant. Il y aurait donc, si on se fie à ce que Donald Trump dit, des soldats européens, mais peut-être venus d'ailleurs dans le monde, parce que c'est hors de question que ça soit un commandement de l'OTAN qui soit à la manœuvre. On veut surtout pas, dans le contexte pour les Américains, que l'article 5 de la charte de l'OTAN s'applique, c'est-à-dire un déclenchement automatique d'une guerre par les États-Unis si un des alliés est attaqué. Si des soldats français ou anglais étaient pris dans une escarmouche, par exemple, avec des Russes, est-ce qu'automatiquement, ça voudrait dire qu'on passe à l'attaque et qu'on est en guerre contre la Russie? Les Américains ne veulent pas ça. C'est technique, mais ça compte beaucoup. Donc, force européenne confirmée, présence des Européens aussi. Zelensky, dont on disait la semaine dernière qu'il était en chicane, mais terminale avec Donald Trump, va être reçu à la Maison-Blanche. C'est ce qui est sorti hier aussi. Donc, des affaires substantielles avec, c'était une des choses dont on disait qu'elle était improbable encore la semaine dernière, la signature d'une entente sur les fameuses terres rares, les minéraux essentiels, je dirais, à plein de choses, hein. La transition énergétique, mais aussi à la défense. Et derrière ça, il y a une question qu'on ne se pose pas beaucoup, parce que c'est Zelensky qui habilement avait proposé ça, lui, l'automne dernier, en septembre, avant même que Donald Trump soit élu, dans son plan vers la victoire, il disait aux alliés américains en particulier, écoutez, nous, on a des ressources, puis peut-être qu'on pourrait faire une espèce de partage. Si vous êtes avec nous pour gagner la guerre, on aura aussi des morceaux, disons-le, non pas du territoire au sens d'occuper le territoire, mais des ressources que nous pourrions partager. Depuis, c'est devenu comme l'obsession, en tout cas dans le discours public de Donald Trump, on veut mettre notre grosse papate là-dessus. On ne sait juste pas jusqu'à quel point ces gisements sont riches. On se fie à la parole des Ukrainiens là-dessus, et Donald Trump est probablement... Alors, il ne doit pas être totalement à l'aveugle, mais c'est les Ukrainiens qui disent on a ci, puis on l'a en quantité abondante. Est-ce que ça a été bien mesuré? On n'en sait rien. Chose certaine, les Russes, à partir du moment où on a compris que les Américains pouvaient être intéressés par ces terres rares ukrainiennes, pour ce qui en reste de l'autre côté de la ligne de front, les Russes ont dit si vous en voulez, on en a aussi, puis on en a beaucoup dans les territoires que nous occupons en Ukraine, qui pour les Russes d'ailleurs n'est plus l'Ukraine, mais de nouvelles provinces, de nouveaux territoires russes, surtout après le référendum. Donc, les Russes qui disent, venez nous voir, on va faire du business. Et dans les certitudes qu'on a depuis hier sur la manière avec laquelle les choses vont se dérouler, il y a des Russes qui sont prêts à faire du business avec les Américains. Si les Américains acceptent de le faire, c'est qu'ils reconnaissent de facto la souveraineté des Russes sur le territoire. Et une autre affaire dont on a assez peu parlé, c'est que pendant qu'on discutait à la Maison-Blanche et que M. Macron, devant Donald Trump, a répété 10 fois plutôt qu'une, les Russes sont clairement l'agresseur, il y a des enjeux de souveraineté, les Américains aux Nations unies votaient contre une résolution qui a été une résolution qui, chaque année était adoptée depuis l'invasion pour dire les Russes sont les agresseurs et il devrait y avoir une rétrocession des territoires occupés. On parle des territoires ukrainiens. Et les Américains disent nous ne voterons pas pour cette résolution. Non seulement ils le font, mais les Russes sont de leur côté, comme les Nord-Coréens et un certain nombre de pays. Donc, pour les Américains, l'essentiel, non pas de la négociation, mais de la perspective, c'est que le territoire ukrainien va être amputé tellement qu'ils ont pu parler, ils ont agi aux Nations unies. Ils ont même adopté une résolution au Conseil de sécurité hier pour dire on cherche une solution à la crise, une solution pacifique, mais de laquelle déclaration au Conseil de sécurité, il n'y a plus le mot agression, on ne parle plus des conditions de rétrocession, et les alliés historiques des États-Unis, au Conseil de sécurité en particulier, avec un droit de veto, la France et l'Angleterre, se sont
abstenus, n'ont pas voté contre les États-Unis, mais se sont abstenus. Alors, ça a l'air, quand on parle des Nations unies, d'affaires assez théoriques, mais ce ne l'est pas, parce que entre le discours de M. Trump et la pratique qu'il démontre, on voit le plan. Il va y avoir une forme de paix. Elle pourrait être en partie imposée. Dans un premier temps, ça sera quelque chose comme un cessez-le-feu. Puis, à terme, une négociation plus complexe sur des enjeux qui pourraient permettre aux Russes, aux Américains, on l'espère aux Ukrainiens d'être satisfaits, mais ça ressemble à une situation où ils seront les dindons de la farce. Et les Européens, quoi qu'ils en disent sur la souveraineté, sur les principes, se rallient de plus en plus à ce qui est en train de se mettre en place. L'espoir du président Macron, c'est-à-dire on ne peut pas brader l'Ukraine, il a parfaitement raison. Sera-t-il entendu? Possible. Est-ce que cette amitié fera la différence? Moi, je te dirais que si l'histoire doit nous enseigner quelque chose, c'est que quelles que soient les paroles dites, le déclaratoire du président, il peut passer à l'action et faire quelque chose de radicalement différent ensuite. Effectivement. Merci beaucoup, Stéphane.